australien qui s'était manifesté et qu'il y avait des négociations. Et ces négociations ont un peu traîné. Bon, mais je pense que ça serait dans les prochaines années. Vous parlez de votre français qui est parfois anglicisé. Quand je suis allé en Corée du Sud, j'ai appris que lorsqu'on fait de l'informatique et qu'on n'est pas un bon anglais, assez souvent on est à la périphérie, mais le deep informatique, on n'y touche pas. C'est un problème. L'anglais devient une barrière, une contrainte pour les francophones. Oui, absolument, absolument, parce que des fois, ça pose vraiment problème, parce qu'il y a beaucoup de concepts ça a été conceptualisé en anglais, donc alors c'est très difficile de pouvoir les traduire en français, ou même si ça se fait, mais c'est un peu difficile. Donc, il est beaucoup, et puis tous les ouvrages, par exemple, de référence, aujourd'hui, dans les grandes conférences, c'est toujours en anglais. Donc ça fait maintenant que quand même, ça donne un peu une longueur d'avance aux Anglais. En faisant des recherches pour préparer cette émission, j'ai appris que pour quitter Philips et arriver à Texas Instruments, même votre déménagement a été pris en compte. Aujourd'hui, vous vous retrouvez au Sénégal, ministre conseiller spécial du président. Mais vous gagnez quoi? Financièrement, vous vous en sortiez bien, l'environnement était bien, et du jour au lendemain, vous acceptez de venir à Dakar et d'appuyer le président de la République, quelque part. Il y en a qui pensent que c'est un peu du gâchis. Quelque part, oui, mais vous savez, le président m'a touché sur vos points faibles et que je ne pouvais pas refuser. Quand vous me dites que, écoute, c'est le président de la République du Sénégal qui fait appel à un citoyen pour venir le conseiller dans son domaine d'expertise, que le pays a besoin. Je pense qu'en tant que patriote, je ne pouvais pas me refuser. C'est vrai que quand même, en faisant le déplacement et le déménagement, venir à Dakar, je peux dire que quand même, j'ai perdu beaucoup de mes revenus. Ça, je peux dire que mes revenus ont été coupés de 80%. Bon, heureusement que ça ne m'empêche pas de vivre. Bon, mais quand même, c'est pour vous dire que vous avez raison. Amour de la patrie, ça valait la peine. Oui, mais quand vous regardez, le Sénégal nous a tout donné. Nous avons été à l'école avec l'argent du contribuable sénégalais. Nous avons été au lycée avec l'argent du contribuable sénégalais. Nous avons eu des bourses d'études avec l'argent du contribuable sénégalais. Donc, quelque part, il fallait venir donner au Sénégal et on ne pouvait pas attendre jusqu'à avoir 70 ans pour revenir. On ne serait d'aucune utilité. Tout à fait. Donc, je pense que quand même, ce sacrifice, je ne le regrette pas du tout. Et si c'était à refaire, je le referai. Et là, pour 2024, le président Macky Sall n'est pas candidat à sa propre succession. Et vous, son conseil spécial, vous décidez de vous lancer. Pourquoi? Parce que, premièrement, je pense que le Sénégal aujourd'hui a besoin d'un changement. Parce que je ne dis pas que le bilan du président Macky, quand vous le regardez, il a eu beaucoup d'acquis. Ça, on ne peut pas le nier. Mais quand même, il y a des choses quand même aujourd'hui qu'il faut vraiment réformer. C'est un système qui a besoin de réforme. Et je pense que ce changement, je peux être un élément de ce changement. Ce que les Anglais appellent change agent. Et parce qu'un changement ne se décrète pas. Et un changement ne peut pas se faire avec ceux qui ont été ici, ceux qui sont émotionnellement liés au système. Ce changement nécessite quelqu'un qui n'est pas émotionnellement lié au système et qui a eu le temps de bien observer le système, de bien observer les failles et les défaillances pour apporter des solutions idoines. Et un changement aussi très maîtrisé. Parce que vous savez, le changement, ce n'est pas facile. Parce qu'en général, si vous voulez faire du changement, dans beaucoup de pays, c'est arrivé, où en voulant faire du changement, ils sont tombés dans le chaos. Donc il faut vraiment un changement très maîtrisé. Et je pense que je suis aujourd'hui, non seulement sur le plan des compétences, je pense que quand même, je ne suis pas si mauvais que ça en termes de compétences. Et je pense qu'aussi j'ai le réseau nécessaire pour pouvoir, sur lequel on peut s'appuyer pour gouverner et pour aider, pour améliorer la qualité de vie des Sénégalais. Et quand il s'agit aussi de la bonne gouvernance, de l'éthique, je pense que ça aussi, je suis bien placé. Donc je pense qu'avec tout ça, ajouté à mon coefficient de sénégalité, je pense qu'aujourd'hui, je suis en mesure de dire que vraiment,
je peux gouverner ce pays. Assez souvent, je donne l'exemple de Mambo Diao, de Samba Ndiaye, directeur général des Grands Trains du Sénégal. Il y en a, hein, tous ceux qui n'ont pas voulu se ranger derrière le candidat de Benno Bokk Yakaar ont été après défenestrés par le président. Vous, conseiller spécial de M. Macky Sall, vous déclarez votre candidature et vous y restez encore. Le président ne vous dit rien. Ça veut dire qu'il y a ce respect et il comprend la profondeur, l'amplitude de vos ambitions pour le Sénégal. Oui, je pense que le président le comprend. Et vous savez, surtout que mon engagement politique, mon engagement politique ne s'est jamais fait par rapport à quelqu'un ou par rapport à un parti ou quoi que ce soit. Mon engagement politique s'est toujours fait par rapport aux intérêts stratégiques du Sénégal. Et toute action que moi j'entreprends, c'est dans ce cadre-là. Donc je pense que le président sait que j'ai toujours été loyal dans le temps où j'ai travaillé avec lui et que l'intérêt du Sénégal prime pour moi sur toute autre considération. Donc maintenant, c'est dans cette logique que je suis. Et jusqu'au 25 février, si le président m'appelle pour me dire qu'il y a un dossier qui est là où ça demande mon intervention, je le ferai avec abnégation parce que c'est le Sénégal qui... Je donne ça au Sénégal. Je rappelle que vous avez déjà été candidat aux élections locales chez vous, à Tambacounda. Ça, c'était les premiers pas du giving back, en fait. Il y a absolument. J'ai été candidat dans la région de Tamba, au niveau de la commune de Koupantoum. Et malheureusement, ça n'a pas marché, bon, pour des raisons diverses. Ça n'a pas marché. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Oui, 59 voix, c'est très léger. Et puis, bon, surtout dans des conditions un tout petit peu nébuleuses. Bon, mais en tant que républicain, bon, il faut toujours accepter le verdict. Et je l'ai accepté et j'ai continué mon bonhomme de chemin. Maintenant, on reprend encore de plus belle avec, cette fois-ci, avec un morceau beaucoup plus gros. Mais je pense que nous avons eu le temps de mailler le territoire sénégalais. Nous avons eu le temps de discuter avec les paysans les fermiers du Ferlo, les paysans du Bawol, les agriculteurs du Niani. Nous avons été dans le Fogny, nous avons été dans le Fouladou. Donc nous avons fait le tour du Sénégal presque deux fois, si je peux dire. 2 fois et demi. Donc nous sommes imprégnés des conditions de vie de nos concitoyens et nous sommes maintenant conscients de l'urgence même du changement qu'il faut apporter à ce pays-là, sur le plan, que ce soit sur le plan économique, parce qu'il faut maintenant vraiment proposer maintenant un nouveau modèle de développement économique qui va tenir en considération les besoins de nos populations, surtout dans les zones rurales et dans les régions périphériques, périurbaines. Et il faut aussi des changements au niveau de notre architecture institutionnelle aujourd'hui, parce que pour pouvoir vraiment faire face à nos besoins d'émergence. Sur le plan de la protection de nos citoyens et de la patrie aussi. Donc il y a beaucoup de changements qui sont là, qu'il faut vraiment effectuer et que quand même le fait d'avoir sillonné le pays m'a permis de comprendre ça et m'a permis de discuter avec les gens, surtout dans les régions périphériques. Là, c'est surtout un autre gros morceau. Parce que c'est plus de 190 000 km², 556 communes, 15 000 villages, 46 départements. Pour faire ce tour-là, ça demande du temps, ça demande la logistique, ça demande des moyens financiers aussi et un investissement personnel. Si vous l'avez fait 2 fois, ça veut dire que vous avez été au contact des Sénégalais pour comprendre quelles sont les urgences de l'heure actuellement. Vous, président, les 100 premiers jours, qu'est-ce qui devrait être fait? Les 100 premiers jours, je pense que l'urgence, c'est d'abord donner un peu d'oxygène, je pourrais dire ainsi. Il faut accorder aux Sénégalais un temps de battement. Il faut que les Sénégalais puissent quand même respirer. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégalais est fatigué. Quand vous regardez, quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez que vraiment, il y a quand même cette souffrance qui est là. Dans les 100 premiers jours, je pense qu'il faut un tout petit peu leur donner de l'oxygène pour qu'ils respirent mieux. Et
le temps de mettre en place les mécanismes qui vont pouvoir te déclencher, qui vont améliorer leur qualité de vie. Ça veut dire quoi leur donner de l'oxygène? Quand je dis de leur donner de l'oxygène, c'est-à-dire vous voyez aujourd'hui l'électricité, vous avez un problème avec l'électricité, ça coûte excessivement cher, pour des raisons qu'on ignore, parce que la Sénélec n'arrive pas à nous donner des explications correctes. Quand vous regardez l'eau, c'est à peu près dans la même situation. Bon, le coût de la vie, les loyers, tout ça, c'est excessivement cher. Bon, maintenant, il faut mettre des moyens, des mesures, il faut prendre des mesures immédiates qui vont alléger ce fardeau, le temps que quand même on puisse mettre les mécanismes qui sont destinés à régler le problème. Le social sera donc prioritaire. Prioritaire, absolument, parce que aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire si les Sénégalais n'arrivent pas vraiment à vivre correctement. Donc, tout ce que l'on pourra mettre en place ne passera pas. Mais là où on est, je pense que ce qui est beaucoup plus urgent, c'est quand même prendre des mesures quand même qui vont alléger le fardeau des Sénégalais et leur permettre de vivre un tout petit peu correctement. Vous avez été dans le système, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous l'avez dit, hein, le président de la République a quand même un bilan, en tout cas matériel, qui plaide vraiment en sa faveur, quoi qu'on en dise. Mais derrière, on lui reproche d'avoir ce bilan immatériel avec les histoires de la gestion des libertés, la justice qui pose problème, les partis politiques qui foisonnent avec des emprisonnements tous azimuts assez souvent. À ce niveau, il y a quand même à boire et à manger. Oui, vous savez, je pense que tout président de la République, s'il veut vraiment réussir sa mission, doit être sélectif sur les points à régler. Parce qu'il y a tellement de choses à régler qu'on ne peut pas tous les régler en même temps. Je pense qu'il faut être sélectif sur les questions qu'il faut régler le plus rapidement possible. Bon, c'est vrai que quand même, il y a eu, au niveau de la justice, il y a des choses qu'il faut améliorer, des choses qu'il faut modifier. Parce que pour cela, par exemple, nous disons, quand je parlais de l'aménagement de l'architecture institutionnelle, je pense qu'aujourd'hui, il faut par exemple permettre aux juges de s'autosaisir de certains dossiers et ça nous permettra quand même certaines choses et ça nous permettra aussi de pouvoir édifier l'opinion publique sur beaucoup de choses. Bon, en dehors de ça aussi, il y a le fait que quand même, il faut qu'on puisse arriver à avoir une séparation effective des pouvoirs entre le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Parce que, quoi que l'on dise aujourd'hui, nous sommes victimes de l'hyperprésidentialisme, bon, qui n'a pas commencé avec l'administration Macky Sall, mais qui bien avant. Donc je pense que quand même, il faut revoir le système, parce que nous avons hérité d'un système colonial qui était basé beaucoup plus sur la Ve République. Et que bon, c'est la Ve République, c'est parce qu'ils ont vécu, ils ont eu leur vécu. C'est ça qui a donné ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc nous, aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment important que nous puissions quand même avoir un système qui est beaucoup plus adapté à nos réalités. Et sur ce plan, je pense que nous allons beaucoup agir. Par exemple, je disais tantôt, dans une des émissions, je disais qu'il faut supprimer, par exemple, la liste nationale, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que nous pensons que ce n'était pas une liste quand même qui vraiment aidait vraiment les citoyens lambda au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut laisser les députés se faire élire au niveau de leur base, au niveau de leur département, afin qu'ils puissent défendre le département à l'Assemblée nationale et que les lois votées au niveau de l'Assemblée nationale puissent refléter ce qui se passe dans les départements. Est-ce que vous ne serez pas victime de la logique du garçon de café? Vous voulez vraiment les libérer, mais apparemment, les députés, les hommes politiques souvent élus à l'Assemblée nationale qui deviennent des parlementaires, eux-mêmes ne veulent pas de cette indépendance-là. Ils préfèrent être à la solde du président. Je suis là parce que le président m'y a mis et voilà, je vote ces lois pour lui permettre de gouverner. Bon, vous savez, il y a l'engagement politique. Ça change d'une personne à une autre parce que chaque personne a ses convictions et a ses motivations.
Mais je pense que ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est un engagement politique qui va dans le sens de l'intérêt vital et stratégique du Sénégal. Parce que moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas ce qui m'arrange moi, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est comment mes enfants, mes grands-enfants, mes petits-enfants vont vivre, dans quelle société, dans quel système on va leur léguer. Parce que nous voulons quand même léguer à ces petits-enfants un système quand même qui est assez robuste et où vraiment tout est réglé à l'avance. Ça ne sera pas à 100%, mais où quand même ils pourront quand même avoir une vie quand même très correcte. Quand vous regardez aux États-Unis, ils ont un système politique qui a résisté à 300 et quelques années. Donc je pense que pourquoi ne pas nous asseoir aujourd'hui et puis réfléchir sur un système politique qui va permettre à nos enfants et nos petits-enfants de vivre et puis d'avoir un problème réglé. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit quand même un peu individualiste là, ou bien égoïste. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les hommes politiques aujourd'hui ne pensent qu'à eux-mêmes, alors qu'ils ne pensent pas que c'est eux qui doivent préparer les générations futures à pouvoir aussi préparer pour les autres générations qui vont venir. Donc je pense que c'est là où le changement dont je vous parle, il y a un changement qui est là, qu'on doit effectuer, et ce changement nécessite un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme est nécessaire pour pouvoir avoir un changement même au niveau du Sénégal, un changement qui va aider la population. Vous êtes le condensé de plusieurs choses. D'abord l'éducation religieuse avec le papa, enfant de Dara. Ensuite, il y a du socialisme pour avoir vécu en Tunisie. Il y a un peu l'héritage quand même du grand Ahmad Dansokho qui repose chez moi là-bas à Saint-Louis. Il y a toute cette vie menée du côté donc et du Canada et des États-Unis. À l'arrivée, ça donne quoi? Président de la République, il faudra se fier à quel type de système? Du capitalisme, du socialisme ou quoi exactement? Vous savez Ben, tu sais, le Sénégal aujourd'hui a besoin d'un leader aujourd'hui qui connaît d'abord le Sénégal dans ses profondeurs, qui connaît les spécificités du Sénégal, mais aussi d'un leader qui connaît aussi le monde extérieur, comment ça fonctionne et quels sont les courants, les différents courants qui existent à l'extérieur. Et c'est ce leader pourra faire la jonction et pourra placer le Sénégal dans un monde globalisé tout en tenant compte de ses spécificités. Et c'est là où moi je me positionne. Parce que je suis un Domoudara, tu vois, j'ai fait mes études coraniques et trucs au Sénégal. Je connais le Sénégal pour avoir pratiqué, pour l'avoir vécu, pratiqué. Tu vois, je connais le Sénégal des profondeurs, mais aussi je connais l'Occident et l'Orient, parce que j'y ai vécu pendant des années. Tu vois, dans des fonctions très hautes. Bon, et je connais par exemple les États-Unis, j'ai sillonné par exemple tous les États des US. Parce que, bon, en ce moment, mon travail m'obligeait à me déplacer partout pour rencontrer des clients, pour rencontrer des entrepreneurs ou comme ça, quelque chose comme ça. Donc ça m'a permis de comprendre le thinking process, la manière de penser de ces gens-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nécessaire pour le prochain leader du Sénégal. C'est-à-dire comprendre le Sénégalais, comprendre la sénégalité même, et puis comprendre aussi le monde extérieur et comment ça fonctionne. Mais sinon, bon, si on rate ça, on est un tout peu perdu. Ce thinking process dont vous parlez, je vous reprends au mot. Vous êtes en train de faire le tour du pays dans le cadre de la collecte de parrainage. Tout à l'heure, vous avez parlé des régions périphériques. Je prends l'exemple de Tambacounda, de Kédougou, de Sédhiou, de Kolda, où pratiquement les signatures se monnaient. Contrairement à ce qui se passe au niveau de l'axe Dakar-Thiès-Diourbel, où l'information est plus à même d'être accessible et disponible. Donc, on a deux types de citoyens différents. Quand vous les rencontrez, comment vous faites pour les sensibiliser, les convaincre, les séduire à signer pour vous? Oh, vous savez, jusqu'à présent, je dois dire, Dieu merci, je n'ai pas encore rencontré ce genre de situation. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe bel et bien. Bon, mais je dois dire qu'aussi, ce système
est-ce que ce n'est pas le produit de ce système? Est-ce que ce n'est pas ce système qui a produit ce type de comportement? Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à si je peux m'expliquer comme ceci, je dirais que aujourd'hui, l'industrie politique, c'est l'industrie la plus rentable au Sénégal aujourd'hui. Ouais. Alors que l'industrie politique ne crée pas de la richesse, mais ça détruit la richesse. Parce qu'on voit, par exemple, à la veille des élections, des milliards qui se déversent. Mais ces milliards-là, comment ils ont été créés? C'est-à-dire que ce n'est pas de la richesse qui a été créée normalement pour faire vraiment pour augmenter notre richesse nationale. Mais ça, nous sommes